sort au petit matin. Il flotte comme un parfum d'Agatha Christie dans l'air. D'ailleurs, il me semble avoir croisé Hercule Poirot sur le bateau qui va nous emmener jusqu'à Assouan. Pour l'heure, nous visitons sous un beau soleil et accompagnés de nombreux touristes les nécropoles des plus grands rois qu'ait compté l'Égypte, sur la rive est du Nil, rive dédiée aux morts, l'ouest étant réservé aux vivants. Tout ce qu'a pu compter cette civilisation reposait sous ces montagnes, avec leur histoire détaillée sur les murs et parfois leurs trésors, comme celui de Toutankhamon, trouvé par hasard, et aujourd'hui visible au musée des Antiquités du Caire. Sur place, dans un décor digne de la saga d'Indiana Jones, les fouilles se poursuivent. Au fil du Nil, voie principale de communication à l'époque des pharaons puis des Romains, nous en profitons pour visiter les temples qui le bordent, à l'exemple de celui d'Edfou, dédié au dieu Horus. Fils d'Isis et d'Osiris, deux divinités vénérées par les pharaons, ce dieu à la tête de faucon est appelé à devenir la manifestation du pouvoir solaire sur Terre et surtout celle du pharaon sur l'Égypte. Rien n'est donc trop beau, trop imposant pour cette divinité que l'on retrouve sur la plupart des temples égyptiens. Un euro. Donne, madame. Une centaine de kilomètres plus en amont du Nil, le bateau nous dépose à la tombée de la nuit, au pied du temple de Komombo, à 5 minutes de marche de l'embarcadère. Ce temple est dédié à Sobek, dieu vorace des marais. Sobek, qui prend la forme du crocodile du Nil, bien sûr, garde tout au long de l'histoire de l'Égypte un caractère ambigu. Un musée du crocodile est également visible à côté du temple. Après une nuit de sommeil à bord du navire qui nous fait remonter le Nil, nous arrivons à Assouan. Notre périple nous emmène sur le barrage érigé sous Gamal Abdel Nasser, alors président d'Égypte, qui sert à alimenter en électricité une partie du pays. La retenue d'eau, le lac Nasser, d'une superficie de 5250 km², s'étend désormais sur la Basse-Nubie, obligeant le déménagement de deux sites historiques, Philae et Abou Simbel.
Assouan est aussi connu pour ses fabriques de parfums et huiles essentielles, ses sociétés de traitement du coton et du papyrus. Une visite s'impose donc. Verticale et horizontale, comme ça. Une face verticale, comme ça, et l'autre, comme ça. Retour sur le fleuve pour une balade le long de l'île Éléphantine, au lieu du tournage du film Meurtre sur le Nil d'Agatha Christie, plusieurs scènes ayant été tournées dans le prestigieux hôtel Hall de Cataracte, toujours ouvert. La journée se termine par une visite d'un ancien village de Nubie, l'une des provinces de la Haute-Égypte, conservé surtout pour les touristes qui en profitent pour apprendre les rudiments des signes égyptiens, non pas avec Champollion, mais avec un vrai enseignant dans une vraie école qui profite bien sûr de la manne touristique. Le lendemain, alors que le soleil se lève, nous partons pour une longue traversée du désert, à la limite du Soudan, pour une visite du temple d'Abou Simbel. Creusé à même la roche de Méa, ce temple érigé par le pharaon Ramsès II, devenu dieu pour les Égyptiens, risquait d'être submergé par le lac Nasser. Il fut donc démonté pièce par pièce et reconstruit un peu plus haut. Véritable mémorial dédié au dieu pharaon, dont les énormes statues trônent sur la façade, ce site cache des scènes rupestres illustrant la vie quotidienne de l'époque et des scènes guerrières, comme dans beaucoup de temples égyptiens. À l'intérieur, une petite salle reproduit les statues de la façade. Ramsès II est accompagné de Ptah, Amon-Ré et Ré-Horakhti. À l'extérieur, un petit temple jouxte le premier. Il est dédié à Néfertari, l'épouse favorite du pharaon. Retour à Luxor pour la visite du plus important site archéologique de l'Égypte, avec tout d'abord le temple de Karnak, un village fortifié proche de l'ancienne cité antique de Thèbes, la capitale religieuse de l'Égypte. Ce temple est relié au Nil par un dromos, une allée bordée de 40 sphinx. On y vénérait surtout le culte du dieu Amon, considéré comme le roi des dieux, le Jupiter égyptien en quelque sorte. On y retrouve, entre les colonnades, plusieurs obélisques. C'est de Karnak que provient celle érigée sur la place de la Concorde à Paris. Ce site est relié au temple de Luxor par un autre dromos de 2,5 km cette fois, bordé de plus de 700 sphinx. Le temple de Luxor est un temple construit à Thèbes sous la 18e dynastie, aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ, sous le règne de Ramsès II, dont deux énormes statues trônent à l'entrée. Les nombreuses colonnades sont décorées de scènes qui relatent la bataille de Kadesh qui opposa le pharaon aux Hittites. Ce temple fut construit par l'un des plus célèbres architectes égyptiens, Amenhotep.
Quittons Luxor pour rejoindre par avion la bruyante mégalopole du Caire, 15 millions d'habitants. Après une longue traversée de la ville, notre bus nous dépose place Tahrir, autrement appelée place de la Libération. C'est le centre névralgique du Caire, c'est aussi le haut lieu de la contestation égyptienne. Impossible de visiter l'Égypte sans passer par le musée des antiquités égyptiennes. C'est en ce lieu, construit par un architecte français, Marcel Dournion, que sont installées les collections égyptologiques de l'Égypte, constituées depuis le XIXe siècle. Édifié sur 2 étages, l'édifice rassemble de nombreuses statues, sarcophages, momies, trésors, dont celui de Toutankhamon, pas toujours mis en valeur. Mais un nouveau musée, plus moderne, est en phase d'achèvement sur le site de la nécropole de Gizeh, à proximité des célèbres pyramides. Autre lieu incontournable de la bruyante ville, le bazar Khan al-Khalil. C'est le plus célèbre marché d'Égypte et du Moyen-Orient. Son origine remonte à 1392, lorsque le sultan mamelouk, Dajark el-Jalali, décide de construire un lieu de repos pour les marchands sur les ruines d'un ancien cimetière. Ce marché, fréquenté par les Égyptiens et les touristes, se situe dans la zone médiévale du Caire, dans la partie islamique de la ville.
Welcome to Egypt. Avant de partir vers le plateau de Gizeh, passage vers un site moins prisé par les touristes, et pourtant très surprenant, le temple dédié à la déesse Hathor à Dendera, une ville située au sud du Caire. Cette déesse, représentée le plus souvent avec une tête de vache portant un disque solaire entre ses cornes, est avant tout la déesse de la fête et de l'amour. Des plafonds splendides en cours de restauration illustrent ces scènes. On la retrouve également à Edfou, associée au dieu Horus. Soudain, le soleil se lève sur le Caire, embrumé et pollué, pour laisser entrevoir, comme par magie, les pyramides de la nécropole de Gizeh, située sur l'ancienne capitale égyptienne, Memphis. Les touristes venus du monde entier sont nombreux, encadrés par un guide, et les marchands de souvenirs aussi. Le site est constitué d'un ensemble de 38 pyramides, dont la plus grande est celle de Khéops, des tombes royales aussi, appelées mastaba, et plus de 9000 tombes taillées dans le roc, sur un site dont les fouilles ne sont pas encore terminées. La visite impose un passage vers la nécropole voisine de Saqqara, avec notamment la première pyramide construite, celle de Djéser, ou pyramide à degrés.
Impossible de passer sur ce site sans s'engouffrer dans les entrailles de la terre pour visiter une ancienne tombe. Ils n'étaient pas grands, les Égyptiens. Claustrophobes, s'abstenir. Notre périple de près de 2 semaines se termine à Alexandrie, ville connue depuis l'Antiquité comme la porte d'entrée en Égypte et qui doit son nom à Alexandre le Grand. La ville, surpeuplée et pas vraiment une réussite sur le plan architectural, abritait l'une des plus grandes bibliothèques souterraines, surplombée par la colonne de Pompée qui atteste de la présence romaine en Égypte. Alexandrie abrite de nombreux lieux de culte orthodoxes, coptes et musulmans, dont l'imposante mosquée Abou El Abbas El Mousri, consacrée au saint alexandrin du même nom. Incontournable avant de revenir en France, la Bibliotheca Alexandrina, inaugurée en octobre 2002, qui abrite la plus grande salle de lecture au monde avec 180 salles d'études permettant d'héberger à terme 8 millions d'ouvrages.